Un cri d'enfant perce la nuit du désert d'Arizona en 1872, un son si déchirant qu'il glace le sang. Victoria Hollinger, veuve solitaire marquée par les injustices, entend cet appel dans l'obscurité. Ce qu'elle découvre sous la lueur d'un feu mourant la pousse à risquer sa vie pour un garçon apache, défiant un monde où la cruauté règne. Son voyage à travers le désert de Sonora tisse un lien inattendu, mais survivra-t-elle à cette quête désespérée? Soutenez Victoria en partageant d'où vous écoutez. Abonnez-vous pour découvrir si son courage triomphe de la mort elle-même. Une fin surprenante vous attend. Saura-t-elle défier le destin? Dans la nuit aride de l'Arizona, en 1872, un cri d'enfant déchire le silence du désert, aussi tranchant qu'une lame dans l'obscurité. Victoria Hollinger, veuve de 30 ans aux épaules voûtées par le deuil, se réveille en sursaut dans sa petite maison d'adobe, le cœur battant comme un tambour de guerre. À travers l'unique fenêtre, un éclat orangé vacille au loin, un feu de camp qui danse sous un ciel criblé d'étoiles indifférentes. Le cri, ce n'était pas celui d'un coyote ou d'une chouette chassant dans l'ombre, mais un hurlement humain, brut, chargé d'une terreur qui fait frémir les os. Elle enroule un châle de laine épaisse autour de son camison, ses pieds nus foulant le sol de terre battu, poussée par un instinct que son défunt mari, James, avait aiguisé en elle. Quelque chose va terriblement mal. Le désert de Sonora, avec ses broussailles épineuses et ses rochers sculptés par le vent, murmure des secrets cruels. Victoria, qui vit depuis 7 ans dans ce territoire impitoyable, a vu trop de sang versé, trop de familles apaches chassées de leurs terres à la pointe du fusil, trop de provisions brûlées par des soldats au sourire froid. James, chasseur respectueux des Apaches, lui avait appris à voir au-delà des mensonges des journaux, à reconnaître dans ces sauvages des parents protégeant leurs enfants, des mères pleurant leurs morts. Les vrais barbares portent des uniformes, disait-il, et ces mots résonnent en elle, alors qu'elle s'approche du feu, silencieuse comme une ombre. À la lueur mourante des flammes, la scène se dévoile, aussi brutale qu'un coup de fouet. Un garçon apache, âgé d'à peine 8 ans, était suspendu par les poignets à un poteau de bois, son corps frêle tremblant sous le poids de la peur. Ses vêtements traditionnels, une chemise de daim et des jambières, sont déchirés, maculés de sang là où les cordes mordent sa peau. Ses larmes tracent des sillons dans la poussière de son visage, et ses sanglots, rauques, implorent dans un anglais hésitant. « Je veux mon père, je veux rentrer. » Autour de lui, 3 hommes en uniforme dépenaillé de l'Union, des déserteurs à l'âme vendue, rient grassement, leur voix empestant le whisky bon marché. Le sergent Mills, au visage couturé de cicatrices, crache un jet de tabac dans le sable. « 80 $ pour ce gamin !» grogne-t-il, ses yeux luisants d'une cupidité plus froide que la violence des champs de bataille. Les trafiquants de Tucson paieront le double s'il arrive en vie. Jensen, un jeune soldat aux yeux éteints par les horreurs de la guerre, passe une bouteille fêlée à ses compagnons. « Les gosses apaches, c'est une aubaine, marmonne-t-il, la langue pâteuse. Petite main pour les usines, et ils apprennent d'amete vite avec une bonne correction. Le caporal Wade, comptant des pièces d'argent avec une avidité méthodique, ricane. Personne ne s'inquiète pour un apache de moins. Une douzaine pourrait disparaître. L'armée nous remercierait d'économiser des balles. Chaque mot est un clou enfoncé dans le cœur de Victoria, qui, tapie dans l'ombre, sent une colère ancienne monter en elle, mêlée de honte pour toutes les fois où elle a détourné le regard face à l'injustice. 7 autant dans ce pays ont endurci Victoria, mais le souvenir de James, de ses leçons sur le respect des Apaches, ravive une flamme qu'elle croyait éteinte. Elle revoit les campements incendiés, les puits empoisonnés, les enfants orphelins par des raids menés au nom du destin manifeste.
Ce soir, face à ce garçon terrifié, quelque chose se brise en elle. Elle ne peut plus être celle qui se contente d'observer, celle qui murmure des prières inutiles pendant que le mal triomphe. Ses poings se serrent, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. « Assez », murmure-t-elle, un serment à elle-même, à James, à ce garçon qu'elle ne connaît pas, mais dont le sort repose désormais entre ses mains. Reculant dans l'obscurité, elle retourne à sa cabane, l'esprit en ébullition. Le couteau de chasse de James, aiguisé comme un rasoir, glisse dans sa ceinture, son poids à la fois rassurant et menaçant. Elle emplit 2 gourdes d'eau, glane du maïs séché, une couverture, et son petit kit médical, vestige de jour où elle soignait les blessures des colons. Son plan est simple, mais désespéré. Attendre que les déserteurs s'effondrent, ivres, libérer le garçon et courir vers le territoire Apache, à travers un désert qui tue les imprudents. Les étoiles, témoins muets de cette terre ensanglantée, la guident alors qu'elle se prépare à défier non seulement les hommes, mais la sauvagerie du désert lui-même. Chaque pas vers ce feu lointain est un pas vers l'inconnu, vers une rédemption qu'elle n'ose espérer, mais qu'elle poursuivra jusqu'à son dernier souffle. Alors que les étoiles guidaient José Victoria vers un destin incertain, elle s'éloignait du feu des déserteurs, le couteau de James à la main, prête à défier la sauvagerie du désert pour sauver un enfant qu'elle ne connaissait pas. Dans l'obscurité froide de l'Arizona de 1872, Victoria Hollinger, le cœur battant à tout rompre, s'accroupit près du poteau où Kimimela tremblait, ses petites mains liées par des cordes grossières. Le souffle rauque du garçon s'entrecoupait de murmures apeurés, mais ses yeux sombres, luisant à la lueur du feu mourant, portaient une lueur d'espoir fragile. « Je vais te sortir d'ici », chuchota-t-elle, sa voix ferme, malgré la peur qui lui nouait les entrailles. D'un geste précis, elle trancha les cordes, le couteau de James glissant comme un murmure d'acier. Le garçon s'effondra dans ses bras, léger comme une plume, ses jambes vacillantes, refusant de le porter. « Peux-tu marcher ?» demanda-t-elle, jetant un regard nerveux vers les déserteurs endormis, leur ronflement aviné résonnant dans la nuit. Kimimela hocha la tête, ses lèvres gercées, formant un oui à peine audible, et ils s'enfoncèrent dans l'ombre du désert de Sonora, où chaque pas semblait défier la mort elle-même. Le désert, avec ses dunes argentées, sous la lune, et ses broussailles griffant comme des doigts osseux, n'offrait ni pitié ni repos. Victoria, portant son sac lourd de gourdes, de viande séchée et de bandages, guida Kimimela à travers des sentiers invisibles que James lui avait appris à lire dans les ombres des rochers. Les étoiles, ces gardiennes silencieuses, traçaient une carte céleste vers le territoire Apache, à 300 kilomètres au nord-est, un voyage que peu osaient entreprendre. Derrière eux, le sergent Mills et ses hommes, bien que plongés dans l'ivresse, ne tarderaient donc pas à découvrir leur fuite, leurs chevaux rapides et leur talent de pisteur rendant la traque inévitable. Victoria le savait, chaque heure gagnée était un sursis, chaque faux pas une condamnation. Les premiers jours furent une danse avec la mort. Le soleil, un œil implacable, brûlait la peau et transformait le sable en braise. Victoria rationnait l'eau, donnant à Kimimela des gorgées de plus généreuses, ses propres lèvres se fendillant sous la soif. « To » murmura le garçon, lui enseignant le mot apache pour l'eau, ses petits doigts pointant une touffe de cactus baril. Elle lui montra comment en extraire le liquide amer, coupant avec précaution pour éviter les épines empoisonnées. En retour, Kimimela, avec une sagesse née de son peuple, lisait les traces de lézards dans le sable pour trouver des abris ombragés, ses yeux scrutant l'horizon comme un faucon. Leur échange, tissé de nécessité, forgeait un lien plus profond que les mots, une alliance entre une veuve brisée et un enfant volé à sa tribu.
Au 5e jour, l'eau devint un souvenir. Les gourdes, presque vides, pesaient comme des pierres inutiles. Victoria, les jambes lourdes, sentait son corps céder, mais le regard déterminé de Kimimela la poussait à avancer. Une nuit, sous un ciel où les constellations semblaient murmurer des secrets anciens, ils trouvèrent un ruisseau caché, une veine d'eau scintillant entre deux rochers. Ils burent à s'en étouffer, le liquide frais ravivant leurs corps épuisés. Mais le lendemain, le ruisseau n'était plus qu'un lit de sable sec, une cruelle moquerie du désert. « Pourquoi les esprits nous testent-ils ainsi ?» demanda Kimimela, sa voix enfantine teintée de désespoir. Victoria, la gorge nouée, répondit « Ils nous apprennent à porter l'espoir, même quand tout semble perdu. » Le 10e jour, les traces des poursuivants apparurent, empreintes de sabots et cendres d'un feu récent. Mills et ses hommes gagnaient s'essier du terrain. Victoria, utilisant les leçons de James, guida Kimimela à travers des canyons tortueux, où les roches rouges masquaient leurs traces. Elle enseigna aux garçons à brouiller leurs pas avec des branches de mesquite, tandis qu'il lui montrait comment repérer les étoiles pour ne pas dévier. Chaque nuit, ils s'effondraient dans des creux de pierre, leur corps blotti contre le froid mordant, partageant une couverture usée. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle une fois, brisant le silence. « Kimimela » répondit-il. « Papillon, en apache. Mon père était le chef Map des Chiricahuas. » Ces mots, simples mais lourds, firent de naître en Victoria une résolution nouvelle. Ramener cette enfant à son père, quoi qu'il en coûte. Le désert, impitoyable, testait leur endurance. Les provisions s'amenuisaient, la viande séchée réduite à des miettes. Victoria, affaiblie, trébuchait sur les pierres, mais Kimimela, malgré son jeune âge, la soutenait, ses petites mains fermes comme celles d'un guerrier. Une tempête de sable les frappa au 13e jour, les forçant à s'abriter sous une corniche. Là, dans l'obscurité hurlante, Kimimela raconta des histoires de son peuple, des guerriers traversant la mort pour protéger les leurs. Ces récits, mêlés au grondement du vent, donnaient à Victoria la force de continuer, comme si le désert lui-même conspirait pour les unir. Alors que l'aube peignait l'horizon de sang, ils reprirent beau leur marche, conscients que chaque pas les rapprochait du salut ou de la fin. Alors que l'aube saignait sur l'horizon, Victoria et Kimimela, épuisés mais unis par une détermination farouche, reprirent leur marche à travers le désert, chaque pas les rapprochant d'un salut incertain ou d'une fin inéluctable. Dans l'immensité aride de l'Arizona de 1872, le désert de Sonora, avec ses plaines craquelées et ses rochers d'arne rougis par le soleil, semblait décidé à briser leur esprit. Au 20e jour de leur fuite, Victoria, dont le corps s'effritait sous l'épuisement, sentait ses jambes trembler comme des roseaux dans une tempête. Le sable, brûlant sous ses bottes usées, semblait aspirer ses forces, tandis que la soif lui griffait la gorge comme des épines invisibles. Kimimela, malgré ses 10 ans, marchait avec une résolution qui trahissait son héritage apache, mais ses joues creuses et ses vêtements déchirés révélaient le tribut payé à ce voyage infernal. Pourtant, ses yeux sombres, scrutant l'horizon, brûlaient d'une lueur indomptable, comme un feu refusant de s'éteindre sous le vent. Leurs provisions, réduites à quelques miettes de maïs séchées, ne suffisaient plus à apaiser la faim qui rongeait leurs entrailles. Les gourdes, désormais sèches, pendaient à l'épaule de Victoria comme des reliques d'un espoir perdu. Une nuit, blottis dans une crevasse où le froid du désert mordait leurs os, Victoria tenta de distraire Kimimela en lui enseignant à lire les ombres des rochers, une leçon de James pour repérer l'humidité enfouie. En retour, le garçon, avec une patience née de sa culture, lui montra comment écouter le chant des oiseaux nocturnes pour deviner la présence d'eau.
Chash, murmura-t-il, désignant le mot apache pour ours, ses doigts traçant une forme dans le sable. Ces échanges, fragiles mais vitaux, tissaient un fil d'espoir dans l'obscurité, un lien qui les maintenait ancrés au présent. Au 22e jour, une tempête de sable, rugissante comme une bête enragée, les força à s'abriter sous un surplomb de pierres rouges. Là, dans le hurlement du vent, Victoria sentit son esprit vaciller, des visions de James marchant à ses côtés, sa voix aussi réelle que le sable dans ses poumons. « Tiens bon », semblait-il murmurer, mais son image s'effaçait dans la poussière. Kimimela, sentant son désespoir, raconta une légende apache d'un guerrier survivant grâce à l'esprit du coyote, rusé et indomptable. « Nous sommes comme lui, dit-il, ses mots perçant le chaos. Le désert teste, mais ne brise pas ceux qui écoutent. Ces paroles, simples mais lourdes, ravivèrent dans la flamme vacillante en Victoria, lui rappelant qu'abandonner serait trahir cet enfant qui comptait sur elle. Si cette histoire de courage face à l'adversité vous touche, rejoignez-nous en vous abonnant pour découvrir la suite de leur périple. Partagez d'où vous écoutez et soutenez Victoria et Kimimela dans leur lutte pour la survie. Leur sort repose sur des choix déchirants, et chaque moment partagé renforce leur lien. Le 25e jour, alors que le soleil, un disque de feu impitoyable, semblait décidé à les consumer, Victoria s'effondra, ses jambes refusant un pas de plus. Kimimela, avec une force née de la nécessité, la traîna sous l'ombre d'un mesquite noueux. Là, il trouva des fruits de cactus, les tuna, dont il extraita un liquide amer mais salvateur, le versant goutte à goutte dans la bouche de Victoria. « Pas encore, mère esprit », murmura-t-il, utilisant le terme apache pour une protectrice sacrée, ses petites mains secouant ses épaules. Ce geste, empreint d'une tendresse brute, ramena Victoria du bord de l'inconscience, son souffle faible retrouvant un rythme fragile. Le désert, avec ses mirages cruels et ses silences oppressants, semblait conspirer pour les engloutir. Pourtant, Kimimela, guidé par une sagesse instinctive, repéra un nid de lézards, signe d'une source souterraine proche. Ils creusèrent, leurs ongles saignant dans le sable, et trouvèrent une flaque boueuse, assez pour une gorgée chacun. Ce bref répit, arraché à la terre impitoyable, leur donna la force de continuer, mais Victoria savait que leur temps s'amenuisait. « Si je tombe, » murmura-t-elle une nuit, ses mots hachés par l'épuisement, « tu dois continuer, Kimimela, vers les montagnes de ton père. » Le garçon, les yeux brillants de défi, secoua la tête. « Nous sommes une famille maintenant, » déclara-t-il, sa voix ferme comme celle d'un guerrier. « On vit ensemble, ou on meurt ensemble. » Ce serment, prononcé sous un ciel où les étoiles semblaient penveiller sur eux, scella leur destin. Alors que l'aube du 26e jour peignait le désert d'une lumière rougeoyante, ils reprirent leur marche, leur silhouette frêle, défiant l'immensité du paysage. Le territoire apache, encore lointain, scintillait comme un mirage à l'horizon, un espoir aussi fragile que le fil de vie qui les maintenait debout. Chaque pas, chaque souffle, était une rébellion contre la mort, un témoignage de leur lien forgé dans la fournaise du désert. Alors que l'aube du 26e jour jetait une lueur rougeoyante sur le désert, Victoria et Kimimela, silhouettes frêles défiant l'immensité, avançaient vers un mirage d'espoir, leur vie suspendue à un fil aussi ténu que les étoiles pâlissantes. Dans l'Arizona de 1872, sous un ciel où les vautours tournaient comme des présages funestes, Victoria s'effondra au 32e jour, ses jambes cédant sous le poids d'un corps consumé par le désert de Sonora. Ses lèvres, craquelées comme la terre sèche, murmuraient des mots incohérents, tandis que ses yeux, voilés par la fièvre, cherchaient encore les montagnes Chiricahua. Kimimela, dont la frêle silhouette semblait taillée dans le roc, cria dans le vent. «
sa voix aiguë perçant l'immensité. « Père !» hurla-t-il, comme si la force de son appel pouvait conjurer le salut. À cet instant, des ombres surgirent à l'horizon, des cavaliers apaches menés par le chef Map, dont les yeux scrutateurs repérèrent sur le garçon agitant frénétiquement les bras. Victoria, à demi consciente, sentit des mains puissantes la soulever, tandis que le sable semblait l'engloutir comme une tombe ouverte. Le campement apache, niché dans un canyon où des peupliers frémissaient, sous une brise rare, apparut comme un oasis improbable. Les wickiups, tressés de branches et de peaux, s'alignaient sous l'ombre de falaises rouges, tandis que l'odeur de sauge brûlée emplissait l'air. Victoria, portée sur un travois, fut conduite dans la loge de médecine, où Aïcha, une guérisseuse aux mains marquées par 70 hivers, prit la mesure de son état. La peau de Victoria, brûlée par le soleil, s'effritait comme du parchemin, et son pouls, faible comme le battement d'ailes d'un oiseau mourant, semblait prêt à s'éteindre. Aïcha, murmurant en apache, mélangea des infusions de saule et des poudres de cornes sacrées, tandis que des chants anciens, lourds de spiritualité, emplissèrent la loge, invoquant les esprits pour ramener cette femme du bord de l'éternité. Kimimela, refusant de quitter son côté, s'assit près d'elle, sa petite main posée sur son bras, comme un ancrage au monde des vivants. Ses yeux, marqués par des semaines de terreur, portaient une gravité nouvelle, celle d'un enfant forcé de grandir trop vite. « Reste, mère esprit », murmura-t-il, alternant l'anglais et l'apache, sa voix tremblante mais résolue. Il entonna une berceuse qu'elle lui avait apprise dans le désert, un fil fragile reliant leurs âmes à travers la souffrance partagée. Map, le chef, observait depuis l'ombre, son visage sculpté par le devoir et la perte, émerveillé par la bravoure d'une femme blanche qui avait risqué tout pour son fils. Pourtant, sa présence dans le camp suscita des murmures. Bitzil, un guerrier aux cicatrices narrant des batailles contre les colons, s'éleva contre elle. « Elle attirera les soldats », grogna-t-il lors d'un conseil, ses mots tranchants comme des éclats d'obsidienne. « Ce canyon est notre dernier refuge. Une femme blanche ne peut qu'apporter la mort. » Aïcha, la voix empreinte d'une autorité ancienne, défendit Victoria, arguant que les esprits l'avaient enguidée ici pour une raison plus grande que la simple survie d'un enfant. Mais les doutes persistaient, Pact, et le camp se divisa, les voix s'élevant dans la nuit comme des coyotes affamés. Alors que Victoria oscillait entre la vie et la mort, un éclaireur revint, le souffle court, annonçant une menace. Des soldats, à 2 jours de marche, cherchaient une femme blanche disparue, offrant de l'or pour des informations. Le regard de Bitzil, triomphant, croisa celui de Map. « Je vous avais prévenu », lança-t-il, sa voix résonnant comme un glas. Mais Victoria, tirée de son délire par la clameur, murmura à Kimimela. « Je peux les arrêter, je connais leur méthode. » Convalescente, elle se traîna hors de la loge, soutenue par le garçon, et s'adressa au conseil dans un anglais si rauque mais déterminé. « Les soldats s'attendent à un village sans défense, » expliqua-t-elle, ses mots traduits par Map. « Ils sous-estiment votre ruse. Utilisez cela. » Avec Map, elle élabora un plan, une retraite stratégique, évacuant les enfants et les anciens vers les montagnes, tandis qu'une arrière-garde ralentirait les poursuivants. Victoria, trop faible pour combattre, se porta volontaire comme soigneuse, prête à panser les blessures des guerriers apaches comme des soldats capturés. Lorsque la cavalerie arriva, elle se trouva face au sergent Mills, blessé mais vivant, ses yeux écarquillés de stupeur en la reconnaissant. « Traîtresse !» cracha-t-il, le sang tachant ses lèvres. « J'ai trouvé un peuple à protéger », répondit-elle, nettoyant ses plaies avec une froide précision. La bataille, brève mais intense, vit les Apaches repousser les soldats, leur retraite calculée, sauvant le canyon de l'anéantissement.
Alors que la poussière retombait, Victoria, épuisée mais debout, sentit le regard de Bidzil changer, sa méfiance cédant à un respect réticent. Le canyon, baigné par la lumière douce d'un crépuscule, semblait murmurer une vérité ancienne. Le courage transcende les barrières de la race et de la haine. Alors que le crépuscule baignait le canyon d'une lumière douce, murmurant une vérité ancienne sur le courage transcendant les haines, Victoria, debout parmi les Apaches, sentait les premières braises d'une appartenance nouvelle s'allumer dans son cœur. Dans l'Arizona de 1872, sous un ciel où les étoiles scintillaient comme des éclats d'espoir, le campement Apache, désormais replié dans les hauteurs des montagnes Chiricahua, vibrait de l'énergie d'une communauté en reconstruction. Les Wickiup, dressés parmi les pins noueux, s'élevaient sous des falaises sculptées par des siècles de vent, tandis que l'odeur de pignons grillés et de viande rôtie emplissait l'air, annonçant la fête de la récolte automnale. Victoria, encore marquée par les stigmates du désert, marchait avec précaution, ses jambes faibles, mais son esprit plus vif que jamais. Sa peau, tannée par le soleil implacable, et ses mains, calleuses comme celles d'un pionnier, portaient les cicatrices d'un voyage qui l'avait transformée. Pourtant, dans les regards des enfants apaches, curieux et rieurs, elle trouva une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de James. La fête, marquée par des danses autour d'un feu crépitant, était plus qu'une célébration. C'était un moment où la tribu décidait de son avenir. Victoria savait que son sort serait scellé ce soir-là. Vêtue d'une tunique de daim ornée de perles, cadeau des femmes du camp, elle se tenait aux côtés de Kimimela, dont le visage peint de motifs traditionnels rayonnait de fierté. « Père veut te parler », murmura-t-il, ses yeux pétillants d'une excitation contenue, comme s'il pressentait un tournant. Map, le chef, apparut dans une tenue cérémonielle, plume d'aigle nouée dans ses cheveux et collier de griffes d'ours reposant sur sa poitrine, incarnation d'une dignité forgée par le devoir. Ses conversations avec Victoria, de plus en plus longues au fil des semaines, avaient y révélé une âme sœur, un homme portant le poids des pertes et des espoirs d'un peuple. Devant le feu central, où les anciens s'étaient censés rassembler, Map prit la parole en apache, sa voix résonnant avec une autorité solennelle. Bien que Victoria ne saisit que des fragments, elle perçut l'enjeu. Sa présence, une femme blanche parmi les Apaches, divisait la tribu. Bidzil, le guerrier sceptique, argua que son séjour risquait d'attirer d'autres soldats, menaçant leur nouveau refuge. « Son peuple viendra », lança-t-il, ses mots coupants comme le vent du désert. Aïcha, la guérisseuse, rétorqua avec une sagesse ancienne, affirmant que les esprits avaient promis guider Victoria pour une raison plus grande, tisser des ponts entre deux mondes en guerre. Victoria, invitée à parler, se leva, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas ici pour chercher refuge, mais pour donner un sens à ma vie, » déclara-t-elle, ses mots traduits par Map. « Je peux enseigner à vos enfants, soigner vos blessés, et peut-être aider à arrêter ce cycle de sang. » Le silence qui suivit pesait comme une tempête imminente. Puis, Map, avec une gravité mesurée, proposa une idée audacieuse, offrir à Victoria une place permanente parmi eux, non comme étrangère, mais comme membre de leur peuple. Cette nuit-là, sous un ciel où la voix, lactée, semblait tracer un chemin d'espoir, il lui tendit la main. « Si tu choisis de rester, » dit-il en anglais, ses yeux sombres cherchant les siens, « je t'offre non seulement un foyer, mais une vie à mes côtés, comme épouse. » Ces mots, prononcés avec une sincérité brute, firent de vaciller Victoria. James lui avait appris à survivre, mais Map et Kimimela lui offraient une raison de vivre. La cérémonie nuptiale, célébrée lors du solstice d'hiver, transforma le canyon en un tableau de lumière et de chant. Victoria
vêtu d'une robe de daim blanc ornée de perles, narrant son odyssée, échangea des vœux avec Map sous les étoiles éclatantes. Kimimela, radieux, déclara dans son anglais soigneux « J'ai maintenant mon père et ma mère, esprit ensemble. Nous sommes une vraie famille. » Ces mots, simples mais profonds, scellèrent bientôt leur lien. Une famille née des épreuves du désert. Victoria, désormais liée aux Apaches, enseignait aux enfants à lire l'anglais, apprenait les remèdes d'Aïcha et rêvait d'une paix fragile entre deux peuples. Alors que l'hiver enveloppait les montagnes d'un manteau de givre, Victoria, aux côtés de Map et Kimimela, contemplait les cimes enneigées, consciente des défis à venir, construire une vie entre deux mondes, éduquer une génération capable de naviguer entre cultures et apaiser les haines anciennes. Sous les étoiles, elle murmura une vérité apprise dans le désert. L'amour, comme les fleurs sauvages, peut éclore même après les saisons les plus rudes. Dans le désert de l'Arizona, où le courage de Victoria a fleuri comme une fleur sauvage, cette histoire d'espoir et de sacrifice touche à sa fin. Qu'a éveillé en vous ce périple à travers la poussière et les étoiles. Partagez vos pensées, d'où que vous soyez, et laissez vos mots tracer un chemin, comme les constellations Apaches. Nous sommes honorés de vous avoir accompagnés dans ce voyage. Revenez bientôt pour d'autres récits, où le cœur défie l'adversité, sous des cieux où l'espoir renaît toujours. À la prochaine, sous les étoiles du Far West.